Si on nourrit les syndicats d'informations économiques pertinentes, sérieuses, vérifiables sur l'entreprise, si on répond aux questions posées, on a d'excellentes questions. Mon expérience du comité d'entreprise, c'est que les questions qui m'étaient posées là étaient au moins aussi pertinentes que les questions qui me sont posées par les analystes dans les réunions de présentation des résultats financiers ou par des administrateurs. La collectivité du personnel a bien des instances qui la représentent, en particulier le comité d'entreprise, en particulier, d'une manière différente, le collège des délégués syndicaux. Mais par contre, elle n'a pas la personnalité juridique. Or, si on veut vraiment donner sa pleine mesure à la notion d'entreprise, il faut bien prendre en considération qu'elle ne se limite pas à la collectivité des actionnaires. Donc il faut bien distinguer l'entrepreneur de l'entreprise. Regardez, vous faisiez allusion à l'Italie et à l'Espagne. En Italie, en Espagne, pour identifier l'entreprise, il y a deux mots. Empresa, hacienda. L'une, c'est la somme des biens. L'autre, c'est l'activité économique. Et dans la seconde, il est clair que les salariés sont partis, sont pas tiers. Alors que dans la première, ils sont tiers. La présentation qu'on fait du bilan en mettant les salariés tiers, c'est le bilan c'est pas le bilan de l'entreprise, c'est le bilan de la société, c'est pas la même chose. On pourrait parfaitement avoir un bilan de la société, un bilan de l'entreprise, avec forcément des différences. Comment peut-on considérer que les salariés sont des tiers à l'entreprise, enfin franchement? Or, toute l'organisation comptable les place comme des tiers. Ils sont sûrement plus intégrés à l'entreprise que ne sont les actionnaires qui sont des institutionnels dans une société cotée, franchement. Si un employeur considère que le dialogue social et la négociation collective, c'est le moyen de la modernisation de son entreprise, et si en face, il donne aux organisations syndicales représentant les salariés les moyens de gérer leurs responsabilités dans ce cadre-là, et si les organisations syndicales concernées sont capables de mesurer où est l'intérêt général, de faire fi d'un certain nombre de chicayas ou d'intérêts très particuliers et de rentrer dans ce jeu-là, on peut produire. On peut produire. Et donc, si on est dans cette posture-là, au niveau des entreprises, au niveau des branches et au niveau interprofessionnel, je suis convaincu que la négociation collective, c'est à la fois le moyen de bien associer les salariés à leur propre devenir. C'est donc un véritable outil de connaissance des réalités, d'émancipation, de prise en charge de son avenir. Et c'est un moyen de l'exercice de la démocratie, c'est-à-dire de l'échange de paroles sur des réalités diverses pour finir par trouver ce qui fait qu'on a intérêt à vivre ensemble et de définir les règles qui font qu'on sera ensemble en se comprenant. Moi, il y a très très longtemps que je m'interroge. Je travaille sur l'idée que donner de la consistance juridique à la notion d'intérêt de l'entreprise, en le construisant sur la complémentarité des intérêts de la collectivité des actionnaires et de la collectivité du personnel, était de nature à enrichir le débat. Parce que, d'abord, ça marque très nettement les limites de fond du pouvoir de direction. Et ceci, alors, cette fois-ci, avec des arguments juridiques et une consistance juridique qui n'est pas contestable. Mais deuxièmement et surtout, ça permet de montrer que tout l'arsenal qui est construit dans le droit du travail pour permettre à la collectivité du personnel de s'exprimer contribue à matérialiser la décision dans l'intérêt de l'entreprise. Ça change tout. Or ça, on peut parfaitement y arriver en s'intéressant dans un accord d'entreprise à vocation permanente à des dispositions qui structurent l'intérêt de l'entreprise. Par exemple, un accord de participation pourrait très bien s'intéresser à ça. Pour quelle raison? L'accord de participation qui obéissait à une philosophie qui était hautement intéressante. On pouvait le souscrire ou pas, mais c'était l'association capital-travail, etc. Bien. Pourquoi on l'a réduit à une rémunération différée? Parce que M. Pompidou venait de chez Rothschild et qu'au moment de l'ordonnance du 17 août 67, il a considéré que les idées du général de Gaulle là-dessus étaient des idées fumeuses, parce qu'il n'avait jamais mis les pieds dans un conseil d'administration. C'est d'ailleurs très précisément ce qu'il a dit sur le perron de l'Élysée le jour de l'ordonnance du 17 août.
Et là, on retrouve le vieux débat. CGT, CNPF. Même combat. Laissez-nous diriger l'entreprise comme on veut, et vous, vous organisez la revendication contre. Pour améliorer le statut du personnel. Mais on ne mélange pas les genres. Les promoteurs d'une plus grande autonomie de la négociation sociale pêchent un peu par optimisme. Enfin, je pense que le milieu du partenariat social se leurre un petit peu par rapport aux capacités effectives du système à reprendre les choses en main derrière. Alors, soit ils se leurrent, soit, et c'est peut-être encore plus grave, ils sont dans un rapport stratégique vis-à-vis de la puissance publique. Et ce qui compte, c'est effectivement, et ça a beaucoup joué dans l'histoire, c'est l'affirmation de la capacité d'action qui compte. Et finalement, la réalité de cette capacité d'action sur le terrain, elle compte assez peu. Si on dit, voilà, le syndicat maintenant est plus responsable parce qu'il a abandonné son référent lutte des classes, oui, bon, c'est même pas faux peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, quelle est son idée ? Quelle est l'idée dont il est porteur et qui lui permet de rentrer dans des débats, d'instruire des controverses, de dire oui, là, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Souvent, on a l'impression que les experts syndicaux ont les idées de tout le monde. Ont les idées des experts qu'ils fréquentent, soit qu'on leur envoie dans les pattes, soit qu'ils se partagent avec l'État. Voilà, donc tout le monde a la même idée. Quand tout le monde a la même idée, c'est sans doute extrêmement dangereux. C'est-à-dire on est toujours surpris, à un moment donné, de mettre, 2 millions de personnes dans la rue, quoi. Alors on peut dire la société a tort. Alors puisque l'État incarne l'intérêt général, un réflexe très français, c'est de dire que la société a tort. Comme disait Michel Foucault, non, je pense pas. Il faut défendre la société, dans tous les cas. Que l'État lui-même, il est au service de quelque chose de cette nature. Enfin, il devrait s'en rappeler.